Bonjour Mathieu Gallard. Bonjour. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Mathieu Gallard, vous êtes directeur de recherche au sein de l'Institut de sondage Ipsos. Et si je vous ai invité ce matin, c'est parce que ce week-end, deux sondages ont été publiés, dont un sur les intentions de vote aux élections régionales en Île-de-France, que l'Ipsos a réalisé pour France Info Le Parisien, et un second sondage pour le JDD, réalisé par l'IFOP sur 2022. Dans les deux sondages, la gauche est, on va le dire comme ça, atomisée. Elle ne pèse jamais plus de 30%, soit à peine un tiers des électeurs. Son pire résultat sous la Ve République. Avant de revenir sur le sondage en Ile-de-France, un mot justement plus général sur les sondages, parce que vous êtes, vous, les sondeurs, souvent l'objet de nombreuses critiques. Vous êtes habitués à recevoir ces critiques. Les sondages se sont parfois trompés ces dernières années. Que vaut un sondage sur l'élection présidentielle à un an de l'échéance, et alors que sont testés des candidats qui ne le sont pas, ou qui le seront peut-être? À un an de l'échéance, effectivement, un sondage pour une élection, que ce soit une élection présidentielle ou toute autre élection, ça n'est évidemment pas une prédiction, c'est juste un aperçu du rapport de force au moment où le sondage est réalisé, avec des candidats qui, évidemment, potentiellement ne seront pas tous réellement candidats, alors que le débat public ne porte pas forcément sur les enjeux qui seront les principaux au moment de la campagne électorale. Donc voilà, il faut le voir comme ça. Et surtout, alors que les électeurs, la grande majorité des Français, ne sont pas encore dans l'état d'esprit de cette campagne électorale, de cette élection présidentielle. On est au beau milieu d'une pandémie qui dure depuis un an, avec des conséquences économiques et sociales majeures. Donc forcément, c'est une photographie actuelle, mais une photographie assez floue. Mais malgré tout, avec quelques enseignements majeurs. Ouais. Justement, où est passé l'électorat de gauche? L'électorat de gauche, on l'avait vu dès 2017, une partie d'entre eux, à l'époque, était passée sur LREM. Et même si une partie est revenue, parce que vous dites 30%, 30% à peu près de l'électorat qui voterait à gauche, c'est un peu plus quoi qu'il arrive qu'en 2017 justement, ça reste un électorat qui désormais est minoritaire, mais qui est minoritaire dans un contexte où, quoi qu'il arrive, le paysage politique français est éclaté entre effectivement un bloc de gauche qui est peut-être assez divisé en son sein, mais qui malgré tout est relativement cohérent, un bloc plutôt autour de LREM et un bloc de droite radicale. Donc malgré tout, avec un tiers des voix, potentiellement, on peut peser si en tout cas on est unis. Et ça, c'est la difficulté actuelle. Alors justement, sur la question de l'unité, bon, ça vaut pour le sondage présidentiel, mais sur bien des sondages, on le voit au régional, on le voit notamment oui, au régional, c'est ce que j'allais dire, et puis aussi sur des sondages plus nationaux, comme on en voit souvent avec l'échéance présidentielle. Mais est-ce que finalement, une des leçons, ou en tout cas un des enseignements qu'on peut tenir ou qu'on peut tirer de ces sondages, c'est que les différentes sensibilités de gauche, quand elles sont testées ensemble, elles ne s'additionnent pas. Même quand l'hypothèse d'une candidature qui rassemblerait Parti communiste français, Parti socialiste, Europe Écologie Les Verts, quand ça s'est testé, on voit que les scores ne s'additionnent pas, et voire ça fait augmenter le score, ça favorise le score de Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut s'interpréter de différentes manières. La première manière de le dire, c'est ce que je disais tout à l'heure, que les Français ne sont pas vraiment encore dans le jeu de l'élection présidentielle. Et voilà, bon, tout ça est un peu théorique de toute manière à un an du scrutin. Après, il faut aussi bien voir que il y a un problème d'incarnation à gauche, très clairement. Et l'élection présidentielle, c'est une élection où l'incarnation joue beaucoup. Les candidats, évidemment, jouent beaucoup. Quand on réalise des sondages nationaux, par exemple, pour les élections régionales où on demande aux Français pour quelle liste ils veulent voter de manière générale, la gauche est quand même sensiblement plus haute que ce qu'on mesure pour une élection présidentielle. Et donc forcément, quand vous avez une seule tête de liste, il y a une partie, par exemple, des électeurs de Yannick Jadot qui ne veulent pas voter pour Anne Hidalgo ou l'inverse pour ces questions d'incarnation. Après, il reste un an pour que ça se résolve et c'est possible que les choses changent en un an. L'information qui a aussi fait beaucoup parler de ce week-end, c'est le fait qu'aucun candidat de gauche ne parvienne à battre Marine Le Pen. Mélenchon est même testé à 40% contre 60% pour Marine Le Pen. Pourtant, à un mois du premier tour, en 2017, il était testé à 57% face à Marine Le Pen. Il perd 17 points en l'espace de 4 ans. Ça, il y a une explication. On peut expliquer ça quand on manipule ces chiffres. Il y a déjà un changement dans son image personnelle quand on
regarde la perception que les Français ont de Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui et la perception qu'ils en avaient il y a 5 ans, un an avant l'élection présidentielle de 2017, on constate que son image s'est considérablement dégradée. C'est ce qu'on mesure, nous, dans le baromètre qu'on réalise tous les mois pour Le Point. Et donc, forcément, ça joue fortement. Et après, voilà, il y a aussi peut-être une poursuite de cette dédiabolisation de Marine Le Pen dans un contexte qui a été depuis quelques années très dur à la fois sur le plan sanitaire, sur le plan économique et social, et où les enjeux sur lesquels elle est la plus forte et la plus crédible, les enjeux qui sont liés à l'immigration, à l'insécurité, sont largement mis en avant. Donc tout ça, voilà, ça forme un cocktail où on peut se retrouver dans cette situation. Mais là encore, il faut bien voir qu'on est à un an de l'élection présidentielle avec des sondés qui ne sont pas forcément dans la situation où Marine Le Pen pourrait réellement et concrètement accéder au pouvoir dans une semaine ou dans 2 semaines. Et donc, voilà, il n'est pas certain que dans un an, on se retrouvera dans cette situation. Une question que j'ai beaucoup retrouvée sur les réseaux sociaux, justement suite à ce sondage sur le JD, et notamment le résultat de Jean-Luc Mélenchon au second tour face à Marine Le Pen, c'est le fait que 15% de ses électeurs disparaîtraient au second tour, ce qui ne se vérifie pas quand Jadot est testé ou Hidalgo est testé, parce qu'ils gardent respectivement 100% et 98% de leur électorat. Comment on explique qu'il y a 15% de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon qui soit a fini par s'abstenir, soit pourrait aller voter pour Marine Le Pen? J'ai pas véritablement. Vous parlez du cas où Jean-Luc Mélenchon lui-même est en face à face avec Marine Le Pen. Oui, j'ai pas vraiment d'explication. Ouais. Il ne garde pas 100% de son Ça, électorat. ça, Ça peut arriver dans certains cas. On le constate par exemple, notamment quand c'est le Rassemblement national qui se retrouve au second tour. Il y a toujours des légères déperditions d'électeurs du Rassemblement national au second tour, au premier tour, qui vont sur les candidats de droite au premier tour. Dans ce cas-là, c'est un peu plus compliqué, je l'avoue, à analyser. Il faudra voir au cours de la campagne si ça se vérifie et il faudra sans doute creuser pour interroger ces électeurs de manière précise pour savoir quelles sont leurs motivations. Là, à ce stade, je n'ai pas vraiment d'explication. Une dernière question avant d'en venir au sondage que vous avez réalisé en Ile-de-France. Euh, j'ai regardé les résultats de Marine Le Pen, les sondages qui étaient faits, qui ont précédé en tout cas les élections précédentes. Elle semble toujours avoir été surévaluée dans les sondages. Elle était testée à 22% en 2011, elle a fait 18% en 2012, elle était testée à 28% en 2017, elle a fait finalement 21%. Comment ça s'explique ça aussi par ailleurs dans les instruments de mesure des sondeurs qu'elles soient toujours surcotées, survalorisées, surévaluées? Alors, on peut penser qu'elle est surévaluée par les sondages ou on peut tout simplement penser que les campagnes électorales ont un effet et que peut-être qu'elle fait des campagnes qui ne sont pas très bonnes. Alors que, par exemple, si vous regardez à l'autre extrême du champ politique, Jean-Luc Mélenchon, c'est exactement l'inverse. Alors, on peut là aussi nous accuser de sous-évaluer Jean-Luc Mélenchon ou considérer tout simplement que voilà, c'est un bon orateur avec un programme clair qui s'appuie sur des thématiques qui sont porteuses et qu'à chaque fois, dans les derniers mois, dans les dernières semaines même des campagnes électorales, il parvient à mobiliser un électorat qui, un an avant, n'est pas du tout dans le jeu de l'élection présidentielle et que ça fonctionne. Et Marine Le Pen, peut-être que c'est plutôt l'inverse, avec notamment, toujours, que ce soit en 2012, en 2017, ces problèmes, ces doutes, même au sein de l'électorat qui peut être idéologiquement proche d'elle, sur sa crédibilité, sa capacité vraiment à diriger le pays, notamment sur tous les enjeux économiques où il y avait des très forts doutes lors des précédentes élections. Et là, pour elle, c'est vraiment le défi principal de cette campagne de 2022, c'est de montrer qu'elle est crédible sur ces enjeux économiques et sociaux. Et si elle est perçue comme étant crédible par toute une partie de l'électorat, de son électorat, mais aussi par toute une partie de l'électorat de droite, là, effectivement, le scénario de son élection devient beaucoup plus fort. Alors, on en vient au sondage en Ile-de-France pour les régionales de juin prochain. C'est vous qui les réalisez, le sondage Ipsos Steria pour France Info et Le Parisien. Ce sondage place Valérie Pécresse dans une position très confortable. Le Rassemblement national, lui, reste à peu près stable par rapport à la précédente échéance. LREM se montre plutôt très faible. Il fait jeu égal avec les trois candidats de gauche entre 11 et 12%. 12% pour Audrey Pulvar, 11% pour Clémentine Autain et Julien Bayou. Est-ce que la gauche peut être éliminée dès le premier tour? Est-ce que c'est une hypothèse possible? D'après ce sondage, et sachant qu'aux élections régionales, le seuil pour se maintenir au second tour, c'est effectivement le seuil des 10%. Il faut obtenir 10% des suffrages au minimum. C'est une possibilité statistique. Après, ça paraît pas forcément très probable à ce stade que ces trois listes qui aujourd'hui sont légèrement supérieures à 10%
fassent toutes les trois une mauvaise campagne qui les place sous la barre des 10%. Mais voilà, ça reste une possibilité à surveiller. Mais on voit en revanche que si ces trois listes, enfin si au moins une de ces listes parvient au second tour, et si ces trois listes s'unissent dans un contexte de triangulaire, le match finalement devient pas serré, mais relativement incertain, sachant que dans ce cas-là, Valérie Pécresse est à 36% des intentions de vote contre 32% à la liste de gauche. 4 points d'écart C'est dans le cadre à 2 mois de l'élection, d'une quadrangulaire, ça, pas dans le cadre d'une triangulaire. Dans le cadre d'une quadrangulaire, pardon, excusez-moi, tout à fait. Et dans ce cas, voilà, les choses sont relativement incertaines à 2 mois de l'élection. Justement, vous le dites, au second tour, quel que soit le scénario, triangulaire ou quadrangulaire, Valérie Pécresse l'emporterait. Vous testez à gauche une candidature unique de la gauche avec Audrey Pulvar et Julien Bayou, mais pas avec Clémentine Autain. Pourquoi? Tout simplement parce quand on réalise un sondage, quand on lance un sondage, on n'a pas les résultats du premier tour forcément, donc on ne sait pas vraiment ce que va donner le premier tour de notre sondage. Là, il se trouve qu'effectivement, Clémentine Autain, sa liste du moins, passe aussi la barre des 10%. Après, on aurait pu ajouter le nom de Clémentine Autain à l'intitulé de la liste. Très honnêtement, je ne suis pas sûr que ça aurait changé quoi que ce soit au résultat qu'on donne. Et ce que je vous posais la question tout à l'heure sur la possibilité et la compatibilité des électorats, on a le sentiment, quand on regarde de près justement les reports de voix tels qu'ils ont pu se faire dans les précédents sondages ou dans ce sondage, on a le sentiment que les électorats ne se reportent pas nécessairement entre les insoumis, entre la candidate socialiste, sur la candidate soutenue par le Parti socialiste et les écologistes. Est-ce que vous le vérifiez, vous, ça? Il y a des reports qui sont très majoritaires, quoi qu'il arrive, entre les électorats de ces trois listes de gauche au premier tour, les reports sont très majoritaires sur la liste d'Union de la gauche au second tour. Après, il y a des déperditions qui sont pas négligeables, notamment du côté de la liste de la France insoumise, avec toute une partie qui décide de s'abstenir ou en tout cas qui est indécise à ce stade. C'est assez classique finalement et ça n'a rien de très étonnant. Ce qui est intéressant en revanche, c'est de voir que l'électorat écologiste, qui est un électorat dont toute une partie est très centriste, et ça se voit d'ailleurs dans d'autres questions qu'on pose sur le bilan de Valérie Pécresse ou sur l'image de Valérie Pécresse, vraiment il y a une partie importante de l'électorat écologiste qui a finalement une très bonne image de Valérie Pécresse ou de son bilan. Malgré tout, cet électorat reste sur la liste de gauche au second tour. Donc de ce point de vue-là, c'est ces aspects qui sont plutôt positifs pour la gauche à ce stade. Le fait que Audrey Pulvar ne soit pas, j'imagine, dans la fourchette haute des sondages précédents, en tout cas, qu'elle perde, je crois, j'avais fait le calcul, 13 points par rapport au score qu'avait fait Claude Barthelone, candidat du Parti socialiste en 2015. Le fait que Julien Bayou, lui, ait aussi baissé beaucoup dans les sondages, qu'est-ce qui se passe? L'électorat de gauche se perd justement parce qu'il y a trop de candidats à gauche ou parce que là encore, le sondage à l'instant T ne permet pas non plus d'avoir une lecture à peu près fiable de ce qui va se passer en juin prochain, parce que personne ne sait si d'abord les élections vont avoir lieu ou pas. Clairement, on est dans une situation où il n'y a aucune dynamique pour aucune des trois têtes de liste de gauche. Et on voit qu'on a aussi testé leur popularité, leur notoriété. Il n'y en a aucune qui se détache particulièrement, qui serait particulièrement appréciée et qui pourrait mettre en place une dynamique qui permettrait un peu à tous les électorats hésitants, qui disent oui, je vais voter pour la France insoumise ou pour ELV, mais je ne sais pas vraiment, ou pour le PS, mais bon, ce n'est pas certain, de se rallier finalement à celui qui a la dynamique. Et pour l'instant, il n'y a rien. On a un peu de mal à imaginer qu'il y ait vraiment une dynamique qui se mettent en place, étant donné que la campagne est quand même très, très atone, étant donné le contexte sanitaire. Donc voilà, c'est la grande difficulté de la gauche à ce stade, mais rien n'est interdit, et voilà, tout va dépendre de ce qui va se passer dans les dernières semaines de la campagne. On avait vu notamment aux européennes que les écologistes avaient finalement réussi à percer vraiment dans les tout derniers jours de la campagne. C'est déjà arrivé d'autres fois. Donc voilà, il y a encore une très grande incertitude, mais cette incertitude, elle est encore plus grande que d'habitude à cause de ce que je vous disais tout à l'heure pour la présidentielle. C'est tout simplement que les électorats n'ont vraiment pas la tête à ces élections présidentielles, mais même à ces élections régionales qui se tiendront dans 2 mois.
On dit beaucoup qu'un des enjeux sur la régionale en Île-de-France, c'est aussi un enjeu plutôt national, que les gens vont moins voter pour Audrey Pulvar, pour Julien Bayou ou pour Clémentine Autain que pour possiblement Anne Hidalgo, possiblement Yannick Jadot ou possiblement Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que ça se vérifie? Est-ce que dans les intentions des électeurs, enfin en tout cas des sondés, il y a une adhésion à Clémentine Autain, Audrey Pulvar ou Julien Bayou? Ou est-ce qu'il y a une adhésion aux formations politiques ou en tout cas aux personnalités nationales qui les représentent? Je suis pas sûr qu'il y ait une adhésion clairement aux têtes de liste. Je suis pas sûr non plus que les électeurs se disent qu'ils votent en votant pour Clémentine Autain, ils votent pour Jean-Luc Mélenchon, etc. Je pense qu'ils votent avant tout pour des listes de gauche qui ont un positionnement relativement Donc, différent, sans être non plus totalement différent. Et que voilà, c'est ces nuances qui leur permettent de se positionner sur ces listes. Mais je suis pas certain qu'ils le perçoivent comme une sorte de pré-primaire de la gauche pour choisir le candidat en 2022. En j'ai tout une cas, dernière c'est pas ce qu'on voit et ce qu'on entend. J'ai une dernière question, Mathieu Gallard. On l'a dit, enfin je l'ai dit au début de cet entretien, les sondages font l'objet souvent de critiques massives. Certains, notamment à gauche, disent qu'ils nuisent à la démocratie. Parmi eux, il y en a même qui proposent l'interdiction des sondages ou au moins d'encadrer la diffusion de ces sondages dans un temps donné, de sorte que quelques semaines avant une échéance, ils ne puissent plus être publiés. Ça vous paraît raisonnable d'encadrer, de mieux encadrer justement la diffusion, la publication des sondages? Bah, on est dans un système politique où, quoi qu'il arrive, savoir ce qui se passe, c'est important pour les électeurs, tout simplement parce qu'il y a ces questions de seuil, notamment aux élections régionales. Par exemple, savoir si vous êtes au-dessus de 10% ou en dessous de 10%, ça peut quand même avoir un impact décisif sur ce qui va se passer par la suite. Et ça me paraît être un élément d'information important pour que les électeurs fassent leur choix. D'autant que si on interdit les sondages, enfin, il y a des pays où les sondages sont interdits pendant plusieurs semaines avant l'élection. Je pense par exemple à l'Espagne. Très bien, mais dans ce cas-là, qui a accès au sondage? C'est les journalistes, c'est enfin voilà, les élites, qu'elles soient médiatiques, politiques ou économiques. Et donc ces gens-là auront accès à plus d'informations que l'ensemble de l'électorat. Je suis pas sûr que ça soit une vision parfaitement démocratique non plus d'un scrutin. Donc voilà, ça, on peut en discuter, mais en tout cas, ça me paraît pas forcément aller dans le bon sens de ce point de vue-là. Merci beaucoup, Mathieu Gallard. Merci beaucoup.